Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades de la deuxième heure sont Gilles Boutin. Bonsoir cher Gilles. Bonsoir, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Âme d'Europe 1, ancien rédacteur en chef d'Europe numéro 1, chroniqueur politique, communicant, il a tout fait dans sa vie ce Jean-Michel Salvatore. Il a dirigé beaucoup de rédactions d'ailleurs. Bonsoir à vous Bruno Clermont. Bonsoir. Mes respects mon général, merci d'être avec nous. Général de corps aérien, consultant défense. Juste comme ça... à chaud, même si on n'aime pas ça dans l'armée, réagir à chaud, et on a bien raison, je pense. Si on aime dire à chaud. On fait des débriefings à chaud. Alors, débriefing à chaud, mon général, ces dernières avancées à Jeddah, avec les Ukrainiens et les Américains qui se mettent d'accord sur peut-être un cessez-le-feu de 30 jours, la balle est dans le camp du Kremlin, négociations qui ont eu pour... j'allais dire monnaie d'échange, les fameux minerais ukrainiens. Tout cela va dans le bon sens ? Écoutez, en tout cas, c'est une nouvelle à la fois surprenante et encourageante. Pourquoi surprenante ? Surprenante parce on s'attendait quand même pas. Enfin, moi, je m'attendais pas à que ça aille si vite et qu'il y ait aussi une décision aussi radicale, parce que ce qui est proposé, c'est radical. Ça va au-delà du cessez-le-feu qui avait été envisagé dans les airs et sur la mer. C'est un cessez-le-feu immédiat et total sur l'ensemble du front. Pour 30 jours. Et en plus pour 30 jours. Et les 30 jours sont censés permettre d'avancer sur les négociations en dehors des combats, parce qu'on l'a vu. Quand il n'y a pas de on a vu cette nuit le nombre de missiles qui a été tiré, de drones qui ont été tirés par l'Ukraine. Les négociations n'ont pas commencé, mais la guerre continue. Donc d'abord, la question d'arrêter la guerre est compliquée. Comment on arrête la guerre ? Est-ce qu'on l'arrête avant ou après l'accord de paix ? Là, il semblerait qu'il y ait une possibilité de l'arrêter avant l'accord de paix, ce qui change un peu la donne des choses. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette guerre est une guerre terrible, une guerre coûteuse, une guerre sanglante, et le principal intérêt est de mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous avons fait une offre que les Ukrainiens ont acceptée, qui est d'entrer dans un cessez-le-feu et dans des négociations immédiates pour mettre fin à ce conflit d'une manière durable et pérenne, et qui tient compte de leurs intérêts, de leur sécurité, de leur capacité à prospérer en tant que nation. Nous allons maintenant faire cette offre aux Russes, et nous espérons qu'ils diront oui à la paix. C'est maintenant à eux de jouer. Personne n'a de boule de cristal, mais est-ce qu'ils vont dire oui, Bruno Clermont ? Les Russes Alors, je pense que ça va être plus compliqué de tordre le bras des Russes que de tordre le bras des Ukrainiens. Mais est-ce que ça voudrait dire que s'ils disent non, ça veut dire qu'ils ne veulent pas la paix ? Ça veut dire qu'ils sont maintenant obligés de sortir du bois et de montrer qu'ils ont envie d'une paix. Et qu'est-ce qu'il y a de si difficile dans cette position ? C'est qu'ils ont l'avantage sur le terrain. Eux, ils n'ont pas intérêt à s'arrêter. Ils grignotent. Eux, ce qu'ils veulent, pour rappeler aux auditeurs d'Europe 1, général Bruno Clermont, c'est qu'ils veulent une capitulation des Ukrainiens, c'est ça ? Moi, je pense hors négociation. Ça, c'est un objectif éventuellement à plus long terme. À court terme, ils veulent le contrôle total des 4 oblasts, des 4 régions qu'ils ont annexées politiquement et dont ils contrôlent aujourd'hui que 80% des territoires, dont 2 villes essentielles qui sont dans le sud, qui sont la ville de Kherson et la ville de Zaporijia, qui sont les poumons économiques et qui, pour l'instant, sont toujours sous contrôle ukrainien. Donc ils veulent aller jusqu'au bout et contrôler non plus 80%, on pourrait imaginer qu'ils voudraient 100%. On pourrait imaginer, mais personne n'est dans la tête de Poutine. Donc maintenant, on a vu que c'est 20% qui manquent, ça fait un moment qu'il n'y arrive pas. Donc peut-être qu'il va se décider à pas y arriver, mais il peut aussi demander aux Américains, à titre de compensation d'une paix qu'ils sont pas obligés de faire, de dire vous me donnez ces 2 petits bouts que je récupère sans combattre. Ah, et donc là, effectivement, les Russes pourraient rentrer dans le game, comme on dit. Gilles Boutin, question... Je dis pas que je le souhaite, Voilà, je dis simplement que c'est un élément peut-être qui pourrait mettre en avant pour rentrer dans la négociation. Gilles. Tout le monde parle d'objectifs de paix. Cependant, on voit bien, vous venez de le rappeler, que les Russes ont des objectifs, notamment Vladimir Poutine n'accepterait pas de se ridiculiser vis-à-vis de son opinion publique s'il changeait pour la 3e fois d'objectif. C'est-à-dire qu'au début, il voulait prendre l'Ukraine, ensuite, il s'est rebattu sur l'Est de l'Ukraine, et maintenant, ce serait l'Est de l'Ukraine, mais pas l'intégralité des oblasts qu'il revendiquait. L'Ukraine, elle veut la paix aussi, mais elle veut surtout sa sécurité durable. Oui. Donald Trump, lui aussi, dit vouloir la paix. Mais pensez-vous que donc toutes les parties prenantes, en présence plutôt, ont la même définition de la paix et à quel quiproquo ça pourrait conduire dans les jours, voire les mois qui suivent? Chaque partie va essayer de défendre au maximum ses intérêts dans cette phase critique qui est la phase de négociation où on est obligé de faire des concessions. Sur le premier point que vous avez lancé, sur la capacité de Poutine à pas atteindre ses objectifs et les retentissements, sur l'opinion publique, c'est totalement neutre. La population russe, elle est sous contrôle, elle a été anesthésiée, elle est contrôlée. Vis-à-vis du monde extérieur, on a bien vu que ça fait 3 ans qu'ils n'y arrivent pas quand même. Donc de ce point de vue-là,
on voit les limites de l'armée russe. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse, qu'elle n'est pas brutale, on a vu qu'elle est passée en économie de guerre. Hein. Elle a monté son PIB, donc elle reste évidemment dangereuse. 40%. Mais on voit malgré tout qu'un petit pays qui est l'Ukraine, que pas grand monde ne connaissait, qui avait une armée minuscule, que pas grand monde ne connaissait non plus, a tenu 3 têtes à ce qui est quand même un géant militaire, avec toutes ces incohérences, toutes ces difficultés, toute sa désorganisation, qui est en général causée par la corruption à l'intérieur du système militaire. Donc non, je pense pas que ce soit un drame pour Poutine. Il arrivera toujours à tourner ça positivement, en tout cas pour son image à lui. D'accord. Mais en face, les Ukrainiens, Gilles Boutin du Figaro. Les Ukrainiens veulent des garanties de sécurité. Alors après, la grande difficulté, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a un accord de paix et des garanties de sécurité. Les 2 sont étroitement liés. Les garanties de sécurité, il y a 2 catégories. Il y a les garanties de sécurité politique. Bon, des engagements économiques, l'Union européenne, j'en sais rien moi. Et puis après, il y a la garantie de sécurité militaire. Et là, la difficulté, c'est que Trump, dans toutes ces négociations, et on voit quand même qu'avec son levier puissant, il arrive à obtenir des choses, a dit aux Européens, « mon problème, c'est le vôtre. Débrouillez-vous. Vous voulez la sécurité de l'Ukraine ?» Sous-entendu, ce qui va en rester, après l'accord de paix, c'est à vous de vous organiser pour arranger sa sécurité. C'est l'objet de la réunion des chefs d'état-major aujourd'hui, qui essaie de trouver une solution militaire technique pour avoir une force de dissuasion ou continuer à armer l'Ukraine pour qu'elle soit autosuffisante en matière de défense. C'est tout l'enjeu des discussions. Et là aussi, il n'est pas non plus impossible que Trump fasse un espèce de jeu à la Trump. Il met la pression sur les Européens pour qu'à la fin, ils vont dire, écoutez, sans les Américains, ça va être difficile. Hein? C'est une façon de donner un coup de taser à l'Union européenne. C'est une sorte de coup de taser. Alors, plus qu'à l'Union européenne, puisqu'en fait, c'est une espèce d'ensemble qui est à la fois les Européens de l'OTAN et puis les Européens de l'Union européenne. Oui. C'est la communauté très large. Oui. Il y a les Britanniques, il y a les Turcs, il y a toute cette communauté dont ils considèrent qu'elle n'a pas suffisamment pris en main son destin. Enfin, il y a un coup de taser, il y a la menace, il y a le fait qu'il a dit qu'il allait enlever l'aide à l'Ukraine, puis finalement, là, il la remet. Exactement, il remet l'aide à l'Ukraine. Et puis, d'un autre côté, on a vu les soldats américains quitter la très grande base militaire américaine de Rzeszów en Pologne, où là, effectivement, il y a eu des avions ravitailleurs et des avions de transport de troupes qui sont partis les uns après les autres de la base de Rzeszów. Et les Polonais ont dit, oh là là, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Donc, entre ce qu'on dit, ce qu'on menace, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, c'est assez difficile à suivre. En gros, il prend l'échiquier et il le retourne, il jette les pièces par terre et il va falloir refaire un échiquier, le remettre sur place, remettre les pièces et savoir à quel jeu on va jouer. Vous avez cité les Polonais, et les Polonais sont extrêmement inquiets de la situation. Ils ont vraiment le sentiment d'être lâchés par un pays avec lequel ils avaient des relations fortes, avec lequel ils ont investi très largement dans la défense. Oui, Trump auquel ils achetaient du matériel américain sans cesse. Oui, essentiellement, Trump est un faiseur de désordre. Mais de désordre pour arriver, je dis pas, éventuellement un ordre américain qui va reprendre le contrôle du total. Jean-Michel Salvatore. Je veux revenir sur la réaction de Poutine, puisque maintenant, il est clair que la balle est dans le camp de Poutine. Va-t-il accepter ou va-t-il refuser ce cessez-le-feu ? Est-ce que Poutine peut avoir été impressionné par la solidarité européenne que l'on voit jour après jour, et notamment cette réunion de tous les chefs d'état-major à Paris, qui ont profité d'une autre réunion au Conseil de guerre, à l'école de guerre, pour se réunir autour de Macron. Est-ce que finalement, ça peut ébranler Poutine, alors qu'on voit bien que militairement, il a du mal sur le terrain, il grignote comme vous le disiez, mais il n'arrive pas à prendre un avantage décisif. Je pense que la seule chose que craint Poutine, c'est la force. C'est les gens qui se regroupent pour être plus forts. Donc là, cette organisation, la volonté des Européens au sens large, on a dit, c'est pas l'UE, c'est autant de dire à Trump, on a compris le message, on va se prendre en main, on va montrer qu'on est fort, on va se réarmer, mais on va également mettre un plan pour essayer de protéger l'Ukraine. C'est aussi des gages que les Européens peuvent donner à Trump pour dire, on fait le maximum, mais on a besoin de quelque chose un mot qui revient de plus en plus, on a besoin d'un filet de sécurité. C'est-à-dire derrière, il faut que les Américains disent, si ça merde, on sera là, quoi. Voilà. Si ça tourne mal, pardon. Mais malgré tout, la réunion de cet après-midi, elle est quand même incroyablement spectaculaire. Celle de Jeddah en Arabie Saoudite. Non, je veux dire, à Paris. Les chefs d'état-major c'est vrai, on les a vus en randonnion. Mais ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire quelque chose, Bruno Clément, ou est-ce que c'est vraiment juste pour l'image ? Alors, je veux rappeler à quoi sert cette réunion. Donc, il y a une volonté politique de prendre en main ces garanties de sécurité, donc d'avoir une espèce de mécanisme militaire qui permettra de garantir que les Russes ne rattaqueront pas l'Ukraine dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Bon, donc il y a plusieurs options qui sont sur la table, proposées par
par les Européens, une opération aérienne, des blocus navals, éventuellement une force terrestre, une force de réassurance. Donc, c'est toutes ces options que ces chefs d'état-major ont envisagées, de manière en fonction des options, pour voir la réaction des différents pays. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on demande aux Européens au sens large de se regrouper. Peut-être pas la dernière. Sans les Américains. Alors, c'est pas la dernière, c'est une réunion de travail. Il y en aura plein d'autres de réunions. Il y en a eu plein avant, des réunions préparatoires. Oui. Celle-ci, c'est une réunion de haut niveau qui permet de montrer une détermination. En uniforme, en plus. Bon. En uniforme. Avec ça vous impressionne, ça, Jean-Michel? Surtout avec à la tête de cette réunion, le couple franco-britannique. J'insiste sur le sujet, parce que c'était le général Burkhard, le patron des Français, qui présidait, mais à sa droite, il avait l'amiral Radakin, bien connu pour l'affaire des sous-marins. Bon, on peut faire la parenthèse, mais donc c'était la France, en gros, de l'Union européenne, qui s'affichait avec l'Angleterre de l'OTAN. Et donc on a en gros les deux organisations qui se disent on va se regrouper pour essayer de peser sur le sujet. Un grand absent, vous l'avez compris, c'est l'Allemagne. Eh oui. Oui, c'est l'Allemagne. Eh oui. L'Allemagne, elle va essayer de faire un gouvernement, elle va essayer d'avoir un accord politique pour savoir ce qu'elle doit faire. Donc aujourd'hui, en quelque sorte, les Français et les Britanniques, qui ont les deux meilleures armées en Europe, ont le champ libre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Je veux dire, c'est compliqué. La mission est compliquée. Protéger un pays aussi grand que l'Ukraine par rapport à un pays aussi agressif et aussi puissant que la Russie, c'est compliqué. Mais en tout cas, ils vont montrer aux Américains qu'ils vont tenter, qu'ils vont faire le maximum pour y arriver. Général Bruno Clermont, vous restez avec nous quelques instants, pendant encore beaucoup de choses à se dire. 20h27, on marque une pause et on revient dans un instant sur Europe 1. Le temps de vous dire que Cyril Hanouna, bien sûr, vous donne rendez-vous tous les jours, du lundi au vendredi, 16h, 18h, on marche sur la tête. Si vous voulez participer à l'émission 01 80 20 39 21, on vous rappelle, ne vous inquiétez pas, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin du Figaro, avec Jean-Michel Salvatore et le général Clermont pour ses lumières sur ce qui est en train de se passer, à la fois à Jeddah avec ces négociations entre les Américains et les Ukrainiens, et puis à la fois à Paris avec Emmanuel Macron qui a donc réuni à l'école militaire 30 chefs d'état-major, et on l'a dit à l'instant, un chef d'état-major manquait, c'était les Allemands, et ça fait désordre dans une Union européenne où il y a un couple... Il était là, l'Allemand? Non, il manquait pas. Il manquait pas, mais simplement il y avait... Il est sur un strapontin. Il peut rien faire. Il peut c'est l'Américain qui n'était pas là. Hein. C'est l'Américain qui n'était pas là. On voulait faire un focus, Bruno Clermont, sur le communiqué de l'Élysée. Effectivement, Emmanuel Macron a d'abord demandé qu'on élabore un plan pour définir les garanties de sécurité crédibles. Et puis, les participants se sont accordés pour que les garanties de sécurité ne soient pas disjointes de l'OTAN et de ses capacités. Ça veut dire quoi? C'est une phrase un peu mystérieuse. C'est une phrase qui a l'avantage de citer dans un communiqué l'OTAN. La plupart de nos partenaires, pour eux, l'alpha et l'oméga de la sécurité, c'est l'OTAN. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent que l'OTAN reste dans le paysage. L'OTAN, ça veut dire plutôt avec les Américains. On pourrait imaginer l'OTAN sur les Américains. Ouais. Il y a une deuxième explication qui est très technique, qui est liée au fait que une force militaire de cette ampleur, c'est la première fois, en tout cas, dans l'histoire du monde récent, que 30 ou 32 pays européens se réunissent sans les Américains. En général, quand il y a du monde, c'est pas compliqué. On se réunit et le chef, c'est les Américains. Donc là, déjà, il y a un problème, c'est qui va être le chef. Donc c'est quand même une première. Pour la plupart des pays, et je reviens sur la notion de filet de sécurité, vous savez, ça fait backstop, ceux qui sont prêts à faire plein de choses éventuellement, à condition qu'il derrière il y ait les Américains, le fameux filet. Donc appeler l'OTAN, c'est rappeler que les Américains éventuellement ont besoin d'être pas très loin, et c'est aussi avoir techniquement tous les moyens de commander l'opération. Il faut des états-majors. Des états-majors pour commander une opération aérienne, parce qu'il y aura les trois, il y aura aérien, naval, terrestre, avec des forces qui seront pas forcément sur le terrain, qui peuvent être en réserve pour réassurer en cas de mouvement des Russes. Il faut une structure de commande. C'est l'OTAN. L'OTAN était fait pour ça. Donc il faut les états-majors de l'OTAN. Donc une des difficultés, c'est que je pense que les Européens ont à peu près les forces. Il en manque des choses, mais ils n'ont pas les structures de commandement. Mais est-ce que deux principes, parce qu'Emmanuel Macron organise cette réunion à Paris, et que même si en nombre, peut-être que l'armée polonaise maintenant est plus grande que l'armée française, mais en technique, en force, en dissuasion, l'armée française est la plus importante d'Europe, est-ce que lui-même déjà il ne se pose pas comme, vous parliez de chef, en tant que chef de toute cette organisation qui prend écoutez, moi je comprends que pour l'instant il y a deux chefs qui se dégagent, et d'ailleurs on alterne entre Paris et Londres.
Donc à la fois, ces deux chefs ont une vision différente des choses. Mais il y a des intérêts anglais avec les Américains. Lorsque Keir Starmer est allé à Washington, il a été accueilli les bras ouverts, dans les bras mon fils. Bien sûr. Hein, donc c'est aussi un atout, je pense, dans ce, vous voyez, quand dans cette phrase là, ne soient pas des gens d'avoir les Britanniques qui eux sont capables de refaire venir les Américains ou de les mettre pas trop loin d'une solution militaire. Oui, Jean-Michel. Oui, sur les garanties au cessez-le-feu, moi j'aimerais vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste en fait. Si l'OTAN est garante de ce cessez-le-feu, ça veut dire combien de divisions, combien d'hommes, combien d'avions. Comment ça se matérialise pour que ça soit efficace? Alors concrètement, ce ne sera pas l'OTAN, hein, puisque Trump a dit c'est pas l'OTAN. Non seulement c'est pas l'OTAN, mais la force qui va assurer cette défense ne bénéficiera pas du soutien de l'OTAN, de l'article 5. Donc théoriquement, on envoie une force terrestre protéger l'Ukraine. Tout d'un coup, les Russes attaquent. On se débrouille. C'est pas l'autre, pas le problème. Donc, je pense que la question que vous posez, c'est le sujet vraiment de la réunion des chefs d'état-major. C'est quelle solution militaire technique on va déployer avec différentes options pour garantir, pour dissuader la Russie de reprendre une offensive un peu plus tard. Je pense que ce n'est pas dissociable. On peut pas le dissocier de garanties de sécurité politique, qui ne sont pas la question des militaires. C'est l'ensemble des garanties de sécurité qui peuvent contraindre les Russes à rester là où ils sont, et les militaires ne s'occupant que de la partie sécurité. Mais c'est un sujet évidemment extrêmement difficile, parce qu'en phase 2, il faut que ça dure. En phase 2, il y a une armée qui est puissante. On l'a vu, même s'il n'arrive pas à prendre l'Ukraine. Et si l'Ukraine se défend, c'est quand même on l'a aidé, et les combattants ukrainiens sont vaillants, et on remplit certainement des miracles. Donc c'est cette équation qu'il faut que les chefs d'état-major arrivent à résoudre. Comment, avec quelle force, avec quel mode d'opératoire on va s'engager, sachant que beaucoup de pays, et je pense que c'est vrai aussi pour les Français, pour l'instant, ils souhaitent pas qu'il y ait des conflits. Donc il faut qu'elles soient suffisamment puissantes pour dissuader et pour pas permettre à Poutine de franchir le Rubicon en quelque sorte. Gilles Boutin. Bah oui, parce qu'on déploie quoi du coup? Parce que moi je me souviens lorsque la France, dans le cadre de l'ONU, était venue s'interposer, alors c'était en 2006 je crois, dans le sud Liban, la France avait obtenu de pouvoir déployer des chars parce qu'ils avaient des mauvais souvenirs du passé où les blindés étaient trop facilement pris pour cible. Là on fait quoi? On envoie nos quelques chars Leclerc pour être crédibles, mais si jamais il y a des accrochages avec les Russes, ça implique quoi? On repart sur... Je peux pas répondre à la question parce que c'est l'objet des discussions. Mais avec votre regard, quelle est la bonne discussion? Il n'a pas une boule de cristal non plus. Non, mais moi, je suis pas capable de répondre à cette question. L'Ukraine est grande, l'armée russe est puissante, les intentions de Poutine, on les connaît pas dans le futur. L'OTAN est une grosse organisation avec beaucoup de forces dans lesquelles il faut que chacun joue sa place. Il y a les gens qui feront la partie aérienne, les gens qui feront la partie navale. C'est une force de dissuasion qui se met en place. Alors justement, elle doit être puissante pour dissuader Poutine. Et c'est comme la dissuasion nucléaire. Normalement, il faut pas qu'on s'en serve. Mais pour qu'on s'en serve pas, il faut il faut qu'elle soit vraiment crédible. Sur les intentions de Poutine, c'est très important parce que il y a, j'allais dire, deux couloirs de nage. Il y a celui du président qui est accusé par beaucoup d'opposants d'être un va-t-en-guerre et d'en faire trop, et puis d'autres justement qui disent que non, quand même, Poutine, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Et vous venez de dire à l'instant, on ne sait pas quelles sont les intentions de Poutine. Alors, encore une fois, on ne sait pas, mais on se méfie. On ne sait pas, mais on se prévaut quand même d'une certaine possibilité. Est-ce que l'hégémonie de Poutine, qui disait encore au début des années 2000 que la Grande Russie allait jusqu'à Lisbonne, est-ce que ça existe encore, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut enterrer dès lors que, comme l'ont dit certains opposants politiques à Emmanuel Macron, justement il a du mal à mettre fin à la résistance ukrainienne dans les provinces de l'Est de l'Ukraine? Vous avez raison, c'est une équation difficile. On a l'impression que la Russie est pas si dangereuse que ça, parce que finalement elle n'est pas arrivée à contrôler l'Ukraine en 3 ans. Mais néanmoins, si on baisse les armes, si on se désarme, si on fait baisser la tension, si on réarme pas l'Ukraine, si Poutine continue à se réarmer, parce qu'il malgré tout il continue à investir dans sa défense. On a vu, il fabrique des missiles en pagaille, tous les pays. Et je vais prendre un exemple pour montrer la réalité. Tous les pays qui ont une frontière avec la Russie sont tétanisés. C'est vrai des Baltes. Les Polonais. Pourquoi les Polonais ne veulent pas mettre d'hommes dans cette force, quelle qu'elle soit? Même pas sur l'Ukraine. Il s'agit simplement, nous n'allons pas contribuer à la force multinationale, on va l'appeler comme ça, parce qu'ils estiment que c'est eux qui doivent se remettre en priorité. Ils sont vulnérables, ils se réarment en priorité, et non seulement ils se réarment, mais comme ils ont plus confiance dans les Américains, ils ont évoqué la possibilité d'avoir le nucléaire.
Donald Tusk devant le Parlement. Donc ils ont peur et donc ils se réarment et disent non, je suis désolé, nous l'Ukraine on les aime beaucoup, mais priorité à la Pologne. C'est assez étonnant quand même. Et donc c'est ce phénomène qui est en train de se produire sur Et c'est très récent là, c'est en quelques jours seulement. En quelques jours. Alors c'est le lâchage de Trump soit le lâchage de Trump est irréversible, mais je crois pas. À ce moment-là, tout le monde est paniqué, ça va se réarmer, la question de la dissuasion va se poser, partager ou pas. Soit Trump fait ce qu'il a fait avec Zelensky, je te fais peur, et à la fin, je te fais payer. Je voudrais qu'on écoute le ministre de l'Industrie qui répondait aux questions au gouvernement aujourd'hui, Marc Ferracci, sur la notion d'économie de guerre. Parler d'économie de guerre n'a pas de sens. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous devons, compte tenu des nouvelles menaces, de la menace que fait planer la Russie et qui se concrétise chaque jour, nous devons engager un effort de défense et de dissuasion, non pas pour faire la guerre, mais pour garantir la paix. Si vis pacem parabellum, très bien. J'aurais dit la même chose. Je pense que ce vocabulaire d'économie de guerre, il est maladroit. Il fait peur abusivement parce que c'est pas sa intention. L'intention, c'est une vraie économie de réarmement qui prendra 5, 6, 7. Mais ça veut dire qu'on a mal compris le président? Ça veut dire que Marine Le Pen, Hervé Morin encore qui était sur notre plateau au grand rendez-vous. Le monde politique dans son ensemble. Oui. Bah si, moi je trouve quand même, si vous voulez, que le président, quand il a fait son discours, c'est vrai que sur le fond, moi je trouve que c'était plutôt impeccable. Mais là où il y avait un vrai problème dans son raisonnement, c'est qu'il vous explique qu'on est sous la menace des Russes. Mais quand on lui demande, mais ensuite il vous explique qu'on n'augmentera pas les impôts. S'il y a véritablement une menace existentielle sur la France, excusez-moi, mais la question des impôts, elle est totalement secondaire. Et celle des retraites aussi. Comment ? Et celle des retraites aussi. Et celle des retraites aussi. Donc c'est là où il y avait quand même il y avait un raisonnement qui ne tenait pas debout. Soit il allait jusqu'au bout en disant on nous menace, la Russie nous menace, et là il faut passer à une économie de guerre, ce qui veut dire ça et ça, et les retraites on n'en parle plus et les impôts les augmentent. Soit si on n'augmente pas les impôts et si on continue à discuter sur les retraites, ça veut dire que la situation elle n'est pas si périlleuse que ça pour la France. Général Clermont. C'est un sujet compliqué, mais je pense que le ministre des Armées, Gérald Darmanin, ensuite, ils ont un peu calmé le jeu, faut faire attention au vocabulaire. À la fois Monsieur Lecornu et Monsieur Darmanin. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Nos services de renseignement ne voient pas de guerre avec la Russie dans les 2 à 5 ans. Pour ramener en fait à une espèce de sérénité qui est que nous avons besoin de nos armées. C'est ce qu'a dit le ministre Ferracci. C'est pas une économie de guerre. C'est le problème avec les politiques, c'est que le langage politique qu'ils utilisent est souvent des connotations militaires. Donc, mais quand il est prononcé par un politique et quand il est prononcé par un militaire, il n'a pas le même sens. Guerre chez un militaire, c'est un sens. Guerre chez un politique, la guerre économique, il y a plein de guerres possibles. Non, un militaire, la guerre, c'est autre chose. Donc, il faut faire attention au langage qu'on utilise. Mais je pense que globalement, une économie de réarmement, c'est justifié. La question, c'est est-ce qu'il y a urgence ou pas de la faire? Je pense qu'il faut prendre son temps et le faire au bon rythme. Merci mon général Bruno Clermont d'avoir été l'invité d'Europe 1 soir, 20h44 sur Europe 1.